Bonjour à toutes et à tous, Pierre, l'haltéro-ostéo, pour répondre à la question du jour, le squat est-il dangereux pour le genou? Vous avez sûrement entendu ces vérités ou idées reçues, nous le verrons à la fin de la vidéo. Le squat ne doit pas être plus bas que le demi-squat ou le squat parallèle, ou bien encore le genou ne doit pas avancer plus que l'aplomb de la pointe du pied de l'athlète, ou encore le squat est mauvais pour les cartilages ou les ligaments croisés, bref. Nous allons faire le point parce que j'ai compilé pour vous et étudié 33 expériences scientifiques pour débusquer la vérité à ce sujet et répondre à cette question. Le squat est-il dangereux pour les genoux? Je commence tout de suite avec le paramètre de la pression exercée entre les os du genou. Et là, on a 3 expériences. En 86, Nizel étudie la contrainte entre fémur et rotule et nous montre assez clairement que plus le squat descend près du sol, plus le squat est complet, plus la contrainte augmente entre fémur et rotule. Gardez ça en tête, vous verrez, la conclusion n'est pas celle à laquelle on peut s'attendre. 1998, Escamilla, évaluation de la contrainte entre tibia et fémur. Le quart de squat exerce moins de contrainte sur le genou que le demi-squat à 90 degrés d'angle du genou. Quart de squat, moins de pression que le squat à 90 degrés, le demi-squat. Okay. Et enfin 2011, Pernich, pareil, analyse de la contrainte entre tibia et fémur. Lui nous montre que là où il y a le plus de pression, c'est à 90 degrés en demi-squat. Et en quart de squat, il y en a un peu moins. Alors, quel enseignement peut nous donner la synthèse de ces 3 études? Eh bien, c'est que si on veut être prudent et qu'on interprète ces études à la lettre, on va se dire que le quart de squat ou le demi-squat sont les formes de squat qu'il faut utiliser, puisque Nizel nous dit clairement que le squat complet à charge égale est plus stressant pour l'articulation. Le détail, c'est dans le à charge égale. Et oui, les athlètes et les coachs savent qu'on ne prend pas du tout le même poids pour un squat complet que pour un demi-squat ou un quart de squat. Et d'ailleurs, dans une des études, faite sur un groupe d'étudiants, les étudiants les plus forts ont réussi à soulever jusqu'à 4 fois leur poids du corps en quart de squat, alors qu'en squat complet, ils n'arrivaient à soulever que 1 fois leur poids du corps. Une autre étude faite sur des footballeurs a montré que les meilleurs d'entre eux réussissaient à soulever jusqu'à 3 fois leur poids du corps en demi-squat, mais étaient incapables de soulever 3 fois leur poids du corps en squat complet. Dit autrement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que oui, à charge égale, plus vous descendez en squat complet, plus la contrainte est importante. Mais dans la réalité de vos séances, vous allez mettre tellement plus lourd en quart de squat et en demi-squat qu'au final, si vous vous entraînez en squat complet, vous exercez moins de contraintes sur vos articulations. Je le dis de manière plus simple, le squat complet est bon pour les genoux, c'est plutôt le quart de squat ou le demi-squat qui va exercer la contrainte la plus forte sur vos genoux. Voilà ce que nous dit la science. Je passe au paramètre suivant qui est l'avancée des genoux. Il semblerait que ce paradigme, que le genou ne doit pas avancer plus en avant que l'aplomb de l'avant-pied de l'athlète, vienne d'une étude de 72 qui a évalué 12 athlètes. Déjà 12 athlètes, c'est pas beaucoup. Et dans cette étude, l'athlète qui subissait les contraintes dans le genou les plus importantes était celui qui avait le genou le plus avancé. Je crois que la communauté sportive et scientifique s'est arrêtée un peu trop sur ce détail, sur cet athlète, parce que quand on décortique l'étude, on se rend compte que c'est aussi l'athlète qui avait le degré de flexion du genou le plus avancé, 90 degrés. Les autres avaient un degré de flexion plus important, ils étaient plutôt vers le quart de squat que vers le demi-squat. Bref, ne confondons pas corrélation et causalité, puisque les 3 expériences Nizel, Escamilla, Pernich nous montrent qu'en demi-squat, la contrainte est plus importante. Il y a fort à parier que dans cette étude de 72, l'athlète avait une pression importante, pas parce que son genou était avancé, mais parce qu'il avait une flexion de 90 degrés. J'espère que vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, regardez la vidéo et je vous donne en tout cas la synthèse de ce chapitre-là. Vous pouvez avancer votre genou très en avant par rapport à votre pointe de pied, ça ne pose pas de problème, c'est aussi le fruit empirique de mes années d'haltérophilie, de plusieurs coachs que je connais. Vous pouvez squatter en avançant le genou nettement
en avant du pied. C'est tout à fait sécure pour votre genou. Enfin, le risque de blessure. Le squat est-il un exercice qui suscite un nombre important de blessures? Eh bien là, on a une étude impressionnante de 1994 faite par Hamil, qui a étudié, tenez-vous bien, 1634 haltérophiles. Et quel est le taux de blessure de ces athlètes? Eh bien, le taux de blessure pour le genou est de 0,0017 blessures au genou pour 100 heures d'entraînement. Je sais que ça ne vous évoque pas grand-chose, mais vous allez avoir une idée. Comparativement, en basket, le taux de blessure est 176 fois plus élevé. Et en athlétisme, il est 330 fois plus élevé avec un taux d'occurrence de blessure au genou de 0,57 pour 100 heures d'entraînement. Merci la science de nous montrer que le squat est donc un exercice absolument peu accidentogène. Et pourquoi? D'ailleurs, je prends des expériences sur les haltérophiles parce que les haltérophiles font certainement partie des athlètes qui incorporent le plus le squat dans leur préparation physique. Donc, si eux montrent un taux de blessure de genoux très très faible, jusqu'à 330 fois plus faible que les athlètes d'athlétisme, eh bien alors on peut faire confiance à cette étude faite sur 1634 élèves. Merci Hamil pour débunker cette idée reçue. Le squat n'est absolument pas accidentogène pour le genou. Paramètre suivant, le cartilage. Le squat est-il dangereux pour les cartilages? Eh bien, c'est Gratzke en 2007 qui nous étudie une population d'haltérophiles qui exercent, qui sont en compétition depuis 17 années. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si vous faites de l'haltérophilie depuis 17 années en compétition, c'est sûr, vous avez une bonne technique. Parce que si vous n'avez pas une bonne technique en haltérophilie, vous ne réussissez pas à tenir 17 ans. C'est pas possible. Donc là, on est sûr qu'on a des athlètes qui pratiquent le squat avec une certaine rigueur technique. Et qu'est-ce que montre l'analyse de leur cartilage? Comparativement à une population de sédentaires, eh bien leur cartilage est exactement de la même qualité que la population de sédentaires. Cette étude nous montre donc que le cartilage n'est pas atteint par le squat. En fait, la seule différence, c'est que le cartilage des haltérophiles est un peu plus épais. Et donc, on peut en conclure que la pratique de l'haltérophilie renforce le cartilage comparativement à une population de sédentaires. Merci Gratzke pour débunker encore cette idée reçue. Enfin, les ligaments croisés, vous savez, les ligaments qui peuvent se rompre en cas de grosse entorse de genou, par exemple au ski. Eh bien, là, 3 études nous indiquent des choses absolument limpides. Ligament croisé postérieur, charge de 80 kg sur les épaules. En demi-squat, le tendon encaisse 52% de la charge de rupture. En squat parallèle, il encaisse 45% de la charge de rupture. Oui, ça veut donc dire que le squat parallèle est moins stressant pour le ligament croisé postérieur que le demi-squat. Le ligament croisé antérieur, maintenant, eh bien, lui, en demi-squat, il encaisse 720 newtons de force, alors que le squat parallèle, lui, fait encaisser au ligament croisé antérieur 250 newtons. Nettement plus stressant le demi-squat que le squat parallèle pour le ligament croisé antérieur. Voici le résultat de cette étude. Et enfin, l'étude de Chandler en 89 sur un groupe d'haltérophiles et de powerlifters qui a montré 2 choses. Les genoux de ces athlètes sont nettement plus stables et la section de leurs ligaments croisés sont plus importants que les sédentaires. Et oui, le ligament se renforce comme le muscle au cours de l'entraînement, il s'épaissit et ça tombe bien puisque la résistance d'un ligament est proportionnelle à sa section. Merci donc Monsieur Chandler de nous montrer que le squat parallèle est moins stressant pour le genou, enfin pour les ligaments croisés que le demi-squat, et que les genoux d'haltérophiles et de powerlifters sont plus stables et ont des ligaments plus solides. Maintenant parlons des tendons, notamment le tendon rotulien, celui qui fait la jonction entre le quadriceps et la rotule, et puis qui se prolonge ensuite jusqu'au tibia. Eh bien, Staubli en 96 a étudié 2 traumatismes, 2 ruptures totales de tendons. La première au moment d'un jeté, la deuxième au moment d'un squat réalisé avec 382 kg. Alors déjà, là, c'est des athlètes de haut, voire très haut niveau. C'est pas vous et moi, sauf votre respect. Et qu'est-ce qu'a montré cette étude? Que, eh bien, après l'avoir modélisé, cette étude, ils ont estimé que les contraintes enregistrées par le tendon avant de rompre
était de l'ordre de 10 à 15 000 newtons, soit 5 à 7 fois plus que le taux de rupture d'un tendon normal. Et ça nous dit deux choses. Ça nous confirme que la pratique de l'haltérophilie renforce le tendon. Et enfin, ça nous dit autre chose, c'est que ce tendon, il a rompu sur des athlètes de très haut niveau, 382 kg au squat. Ça veut donc dire, s'il y a des parents qui me regardent ou des coachs qui ont des jeunes athlètes et qui peuvent être inquiets, eh bien je vous rassure, à ce niveau de pratique, le risque de rupture tendineuse est, à mon avis, infinitésimal. En tout cas, cette étude nous montre que c'est sur des athlètes de très haut niveau que la rupture a eu lieu, et encore qu'elle a eu lieu en dépassant de beaucoup, 5 à 7 fois le seuil de rupture habituel. Et en plus, dans le fait que c'était des athlètes de haut niveau, il y a un paramètre qui est vraiment important, c'est qu'il faut des années et des années pour être capable au niveau neurologique, au niveau influx nerveux, au niveau motivationnel, au niveau physique, de mettre une intensité telle dans l'effort que vous exploitez 90, 95 ou 100% de votre potentiel. Quand vous êtes débutant, vous n'arrivez pas à forcer vraiment fort. C'est comme ça. Hein. Et donc, la crainte, particulièrement chez les adolescents ou les jeunes athlètes, qu'ils vont se rompre un tendon en faisant du squat n'est pas fondée. Messieurs les parents, les coachs, mesdames, soyez rassurés. Votre progéniture, vos jeunes ne risquent rien à faire du squat, même du squat lourd. Cette expérience de Staobli, j'espère, est claire pour vous. Le squat n'est pas dangereux pour les tendons. Enfin, les contraintes de cisaillement et de glissement. Qu'est-ce que c'est? Je vous montre avec ma colonne. Quand vous faites un squat bien vertical, la charge se répartit et se transmet le long de votre colonne jusqu'au bassin. Et votre colonne fait office de poutre qui supporte la contrainte, une poutre verticale. Maintenant, quand vous faites un squat avec le dos un peu penché en avant, parce que votre souplesse de cheville ou de bassin est limitée, eh bien, la contrainte de cisaillement ou de glissement, c'est celle-ci, c'est que non seulement votre colonne vertébrale subit une contrainte verticale de haut en bas, de bas en haut, mais aussi chacun des disques intervertébraux a envie de partir vers l'avant en glissement antérieur, en cisaillement, et ce cisaillement, cette contrainte de glissement est empêchée par tous les muscles paravertébraux qui sont tellement contractés derrière fort que ça empêche la colonne de plier vers l'avant. Eh bien, l'expérience donc de Adams en 2000, oui c'est ça, nous montre que la contrainte de glissement sur les vertèbres lombaires est plus forte en quart de squat, est moins forte en quart de squat qu'en demi-squat. En faisant du demi-squat, la contrainte est plus forte. Eh bien c'est logique, puisque en demi-squat, votre dos est plus penché en avant. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire du demi-squat pour protéger mon articulation? Et non, souvenez-vous, parce qu'en demi-squat, vous prenez tellement plus lourd qu'en squat complet que de toute façon, votre genou il est protégé, et deux, votre colonne aussi est protégée vu que la charge est nettement plus faible en squat complet qu'en demi-squat. Donc c'est un encouragement à squatter le plus verticalement possible. Ça nous rappelle notre chapitre de tout à l'heure, l'histoire de l'avancée du genou. Voilà encore une expérience, celle d'Adams, qui nous donne confiance dans le fait de pouvoir avancer le genou, squatter verticalement. Voilà pour ce paramètre. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, Adams en 2000, toujours la même étude, il nous montre quelque chose d'important. Je reprends ma colonne. Un changement de flexion de la colonne de 2 degrés, clic, clic, 2 degrés, et encore là j'ai dû faire beaucoup plus que 2 degrés. Eh bien un changement de 2 degrés selon Adams est suffisant à augmenter, je cite, significativement la contrainte sur les disques intervertébraux, notamment au niveau de la partie postérieure des disques. 2% de fléchissement de la colonne augmente significativement la contrainte sur les disques, notamment au niveau postérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une invitation à vous les coachs, les entraîneurs, les athlètes, à être extrêmement rigoureux et exigeants sur le respect des courbures physiologiques pendant le squat. Et surtout, veillez à ne pas que la colonne lombaire perde sa lordose physiologique. Vérifiez que les lombaires ne s'arrondissent pas vers l'avant, mais qu'ils gardent leur cambrure, leur lordose physiologique. C'est super important. Adams nous le dit, 2 degrés de flexion et la contrainte augmente significativement. Voilà, je vérifie si j'ai à peu près tout dit oui. Les deux conclusions de ces 33 études, si je vous le résume, elles tiennent en deux points. Le premier point, c'est que le squat complet présente plus d'avantages
est moins stressant pour les genoux que le squat, le demi-squat ou le quart de squat. Et enfin que il n'y a pas de risque à avancer le genou en avant de l'aplomb du pied de l'athlète. Vous pouvez avancer le genou très en avant pour avoir un squat avec le dos bien vertical et vos genoux s'en porteront très bien. Faites confiance à ces 33 expériences dont vous trouverez le lien dans la présentation de la vidéo. Et j'en profite pour vous annoncer la nouvelle prestation que j'ai à vous proposer. Je peux vous accueillir désormais en séjour sportif et thérapeutique, où je vous recevrai sur place avec du matériel d'haltérophilie et vous pourrez profiter de mes 5 compétences. L'entraînement en haltérophilie, les séances d'ostéopathie pour régler votre dos ou votre bassin un peu déréglé ou douloureux, des séances de nutrition, préparation sportive pour les compétitions d'haltéro, massage et psychothérapie, supervision ou préparation mentale pour les athlètes que ça intéresse. Toutes ces prestations réunies au même endroit en séjour thérapeutique. Le lien s'affiche en bas de l'écran. Je vous invite à aller le consulter. Si vous êtes satisfait de ma pédagogie, de mon contenu, alors vous serez satisfait aussi de ces séjours thérapeutiques où vous pourrez vous entraîner, être réparé, vous poser, observer, étudier plutôt votre nutrition et voilà d'autres choses encore qui sont à consulter sur le site internet ci-dessous. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis à bientôt. Bon squat complet, bien sûr. À bientôt.